20h sur les antennes de la Télé Futurs Médias, c'est parti pour le sommaire de ce journal. La première sortie médiatique de Modibo Diop en exclusivité dans ce journal. L'ancien directeur de Laser assimile son emprisonnement à un complot. Vous l'entendrez également sur son avenir en politique. Rude bataille entre commerçants et volontaires de la mairie de Dakar ce matin au boulevard Centenaire. Beaucoup de blessés, dont 2 dans un état grave. La mairie de Dakar, mise au banc des accusés, dégage sa responsabilité. L'Office des Nations Unies contre la drogue et le crime et le Sénégal en croisade contre la circulation de la drogue dans la sous-région. Notre pays est devenu une plaque tournante de ces substances illicites. Le focus du jour porte sur la gestion des archives au Sénégal. Ceux qui s'activent dans ce domaine soutiennent la mort dans l'âme, que ce n'est pas encore une priorité dans ce pays. Les développements, c'est dans une poignée de secondes. Mesdames, Messieurs, bonsoir. Fatima Ba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane. Le boulevard du Centenaire, théâtre d'affrontements sanglants entre commerçants et volontaires de la mairie de Dakar. Beaucoup de blessés, dont 2 dans un état grave. À l'origine du problème, les volontaires de la ville de Dakar ne veulent pas de l'exposition de la marchandise de ces commerçants devant les boutiques. C'est un reportage signé Salimata Aoussek Modou Diop. Une matinée très chaude au boulevard Centenaire. Résultat, des blessés et du sang partout. Adama revient sur l'origine des échauffourées. Parce qu'ils l'ont préparé hier. Hier, moi, j'ai vu le responsable des volontaires pour lui expliquer la situation. Ils nous ont dit que, voilà, vous n'avez pas le droit de faire sortir vos échantillons de sacs. Hier, ils ont agressé les gens. Nous avons riposté. Ils ont reparti. Aujourd'hui, ils ont préparé la bataille avec des armes blanches, des couteaux et n'importe quoi. Ils ont agressé devant leur boutique. Selon les commerçants, les volontaires de la mairie de Dakar ont attaqué en premier lieu. Ils ont commencé à jeter des pierres. Ensuite, ils ont sorti des armes blanches. Les policiers sont les témoins. On a les vidéos. En plus, ils sont des voleurs. Ils disent plus jamais ça et avertissent les autorités municipales. On a crié haut et fort. On a toujours prôné pour la paix. Mais ça, c'est trop, c'est trop. On va faire à notre façon. Les commerçants du boulevard Centenaire et la mairie de Dakar se sont longtemps regardés en chiens de faïence. Une haine qui s'est traduite par une violence inouïe. Salimata Aoussek, la mairie de Dakar, mise au banc des accusés, nous a renvoyé auprès de la police municipale, jusque-là injoignable. Je vous le disais en sommaire, l'ancien directeur général de Laser recouvre la liberté après près de 3 ans et demi d'incarcération. Les premiers mots de Modibo Diop en exclusivité sur la TFM. Son emprisonnement, selon lui, est le fruit d'un complot, Fatima. L'ex-DG de Laser envisage de faire sa rentrée politique. Il est au micro de Dissa Prera. Modibo Diop évoque son expérience carcérale après 3 ans, 6 mois passés derrière les barreaux. Selon l'ex-DG de Laser, la prison lui a permis de comprendre beaucoup de choses dans la vie. En définitive, Modibo Diop pense que la prison lui a été utile. Vous savez, la prison, c'est les endroits les plus difficiles de la vie. Mais elle fait partie du commun des mortels. Donc pendant ces 3 ans, c'était une année de réclusion qui m'ont permis de comprendre beaucoup de choses. Déjà au niveau des gens, au niveau du fonctionnement de l'État, au niveau de la vie, de la religion. Revenant sur les conditions de son arrestation et de son emprisonnement, l'ex-DG de Laser crie au complot ourdi par sa famille politique. Mais absolument, madame. Vous savez très bien ce qui s'est passé dans ce dossier. Ce n'est pas plus qu'un complot pour me mettre hors d'état de nuire, comme disait l'autre. Quand les gens parlent d'une cabale politique, ça se comprend. Mes adversaires dans le parti où j'étais ont voulu me liquider. En me mettant ça sur la tête, mais Dieu dans sa grandeur m'a sauvé. Aujourd'hui, je suis là. Sain et sauf, mieux. Je reprends toutes mes activités tout de suite. Modibo Diop bat en brèche les accusations portées contre sa personne et qui lui ont valu un séjour carcéral à la MAC de Rebeuss. L'homme annonce sa rentrée politique dans quelques semaines. Mais dans quel parti? Vous savez, moi je suis un libéral convaincu. Par contre, ma position par rapport à ma famille ancienne ou une autre famille, ça, je me prononcerai sur ça dans quelques jours parce que je vous dis, je rentre en campagne dimanche pour les élections locales. Pour rappel, l'ex-DG de Laser a été accusé de détournement de fonds portant sur 400 millions de francs d'escroquerie, de faux et usage de faux en écriture privée de banque et de commerce.
Affaire Aïda Diong, 2 jours d'audition dans le fond du dossier pour Maître Abdou Djali Kane. Sa cliente a mis sur la table du juge des preuves irréfutables de son innocence. Pour son avocat, cette incarcération ne se justifie pas si l'on se fie aux accusations du procureur de la République. Maître Abdou Djali Kane plaide la libération pure et simple de sa cliente. Il est joint au téléphone par Assemel Djoub. Elle a déposé sur la table du juge des preuves irréfutables qui ont fini de convaincre que les marchés incriminés n'étaient pas des marchés fictifs. Il s'agit de marchés dont elle a été régulièrement adjudicataire, et ces marchés-là ont été exécutés dans les règles de l'art. Et les bénéficiaires de ces marchés-là ont signé des documents, c'est-à-dire les bordereaux de livraison, prouvant qu'Aïda Diong a exécuté le marché, qu'elle a livré les marchandises commandées intégralement. À partir du moment où elle a déposé les documents qui prouvent qu'elle a exécuté entièrement les marchés dont elle a été adjudicataire, on ne peut plus continuer à la maintenir en prison, sauf si on fait de la politique. Le Sénégal en passe d'être l'une des plaques tournantes du trafic de drogue dans la sous-région. C'est ce qui ressort d'une réunion d'échange qui a vu la participation des services de sécurité du Sénégal et de l'ONUDC. Des stratégies de lutte contre ces fléaux sont envisagées, compte rendu Alioune Kane Mohamed Dian. La vulnérabilité des frontières fait du Sénégal une plaque tournante de la drogue sous toutes ses formes, suffisant pour sensibiliser les populations sénégalaises sur les méfaits de la consommation de stupéfiants. Au vu des discussions avec l'ONUDC, nous nous rendons compte que même au Sénégal, il y a quand même un certain nombre de Sénégalais qui consomment cette drogue. Il est tout à fait normal que nous travaillions à faire en sorte que les Sénégalais comprennent que c'est dangereux de consommer cette drogue. C'est dangereux pour notre santé, mais que ce n'est pas bien aussi pour notre pays de continuer d'être une plaque tournante, en tout cas d'être une zone de passage de cette drogue. Le trafic de drogue a atteint des proportions inquiétantes dans la sous-région, une situation que déplore l'ONUDC qui assure d'accompagner le Sénégal dans la lutte contre ce phénomène. Nous avons pas mal de projets pour lesquels nous travaillons au Sénégal, que ce soit sur la plateforme portuaire, la plateforme aéroportuaire. Nous travaillons aussi en matière de réduction de la demande, en créant des centres d'addictologie. Donc tout ça, nous avons une longue histoire de coopération avec le Sénégal. Et comme je le disais encore il y a quelques minutes à Madame le Premier ministre, nous continuerons bien sûr à assister le Sénégal dans sa démarche pour avoir une approche équilibrée dans la lutte contre l'offre, mais aussi soutenir la lutte contre la demande, de façon à ce que le peuple sénégalais, surtout que la jeunesse sénégalaise et la jeunesse de l'Afrique de l'Ouest ne soient pas si touchés. Un conseil interministériel est en vue dans les prochains jours pour dégager des orientations concrètes afin de lutter contre ces fléaux. Le budget du plan stratégique national de lutte contre le sida estimé à 75 milliards 750 millions de francs CFA. Un budget insuffisant qui impose à l'État du Sénégal un appui financier considérable. Les ressources financières allouées à l'État du Sénégal par les partenaires se raréfient de plus en plus. C'était lors de la 7e réunion du Conseil national du sida sous la présidence de la Première ministre Mimi Touré. Compte rendu signé Aïssatou Paifa et Diafaraba. Au moment où les fonds du sida se raréfient, secteur privé, membres de la société civile, tradis praticiens religieux, pour ne citer que ceux-là, doivent tous s'unir pour lutter activement contre la pandémie du sida. 80% des ressources de la lutte proviennent des financements étrangers. Le gouvernement doit poursuivre ses efforts. L'augmentation des financements nationaux pour soutenir la riposte est devenue un impératif pour l'avenir de notre réponse nationale. Mais il s'agit surtout de changer de paradigme en adoptant des approches novatrices allant dans le sens d'une riposte au sida efficace et durable
De nouvelles méthodes mises en place à travers le plan stratégique national de lutte contre le sida pour arriver à de meilleurs résultats. Nos travaux d'aujourd'hui devront aboutir à des décisions stratégiques. Au Sénégal, des progrès ont été réalisés au cours de ces dernières années dans le domaine de la lutte contre le sida. La prévalence faible et stable nous en fournit une parfaite illustration. Malgré tous les efforts consentis par l'État, il reste beaucoup de défis à relever. Ces défis, c'est éliminer la transmission mère-enfant du VIH, c'est éliminer les nouvelles infections d'ici à 2015, mais également c'est aller vers une génération sans sida en 2030. Une nouvelle vision du plan national stratégique de lutte contre le sida pour la période 2014-2017. 0 nouvelle infection, 0 décès, 0 discrimination. En effet, tous les acteurs doivent s'approprier la lutte afin de consolider les acquis et améliorer l'efficacité de la riposte au VIH. Aïssatou Paye-Fall, le ministre du Tourisme veut booster le secteur en Casamance. Cela passe par la levée des contraintes qui empêchent le développement du tourisme dans cette partie sud du pays. Oumar Gueye présidait une rencontre sur la place du tourisme dans le PCE. Compte rendu signé à Makital et Tierno Laurent Mendy. Le ministre du Tourisme est revenu sur l'état du secteur en Casamance et assure s'atteler à la levée des contraintes pour un développement dans le cadre du programme Sénégal émergent. Ce que je vois, c'est que le potentiel touristique, il est là. Il y a un certain nombre d'actions que nous devons mener. Nous sommes en train de les mener par rapport à cela, notamment l'ouverture de l'aéroport d'Abéné. Monsieur le gouverneur nous a expliqué les contraintes que nous devons lever. Nous sommes en train de les lever. Nous avons discuté avec les syndicats d'initiative, avec les guides. Il a également évoqué l'importance du tourisme dans le PSE et a dégagé les axes de développement, notamment le secteur aérien. Le microtourisme, qui est un secteur extrêmement important parce que impactant directement les populations. Il y a également le développement des pôles touristiques. Nous en avons un certain nombre. Et parmi ces pôles touristiques, nous pouvons citer les projets de Mbodjen, de Pointe-Sarène et de Joal-Fignon. Ensuite, il y a les volets formation. Vous savez, la première richesse d'un pays, c'est son capital humain. Donc, nous devons nous occuper de former le maximum de touristes. C'est fait que le Sénégal est un hub naturel, un hub continental et un hub intercontinental de par sa position géographique. Nous avons un projet important, l'aéroport international Blaise Diagne, dont les premiers vols sont prévus pour juillet 2015. Mais d'ici là, nous devons évaluer pour également identifier un certain nombre de boulots d'étranglement et faire en sorte que ce rendez-vous de juillet 2015 ne soit pas remis en cause. Avec 700 km de côte et plus de 3000 heures d'ensoleillement par an, le Sénégal a le potentiel de dépasser le million de touristes qu'il accueille chaque année. Même s'il a été récemment plébiscité par la Chine comme destination touristique, il y a du mieux à faire. Aboulo effectue sa première sortie à Ogo depuis son limogeage. L'ex-directeur général de la RTP est allé remonter le moral à ses troupes suite aux événements de Ogo. Le responsable politique de l'APR a salué la décision de justice concernant l'arrestation des 6 jeunes dans cette affaire. C'est une correspondance signée Ali Bandelnian. Quelques semaines après son limogeage de la tête de l'ARTP, Aboulo a fait sa première sortie dans la communauté rurale de Ogo. L'ex-DG de l'agence de régulation des télécommunications, accueilli par des milliers de personnes, a présidé un meeting chez lui à Sinthiou-Garba. En compagnie de nombreux de ses lieutenants, Aboulo, qui tenait à rendre hommage aux 6 jeunes incarcérés dans l'affaire de la séquestration du mandataire de Ogo, a réitéré son engagement derrière le président Macky Sall. Je remercie le président de la République, son Excellence M. Macky Sall. Il a eu encore la confiance en moi et m'a confié l'une des plus grandes sociétés, voire l'autorité de régulation des télécommunications et des postes. Le président de la République, je dirais, pour ma représentation, c'est à la fois mon leader politique, c'est à la fois une référence pour moi. C'est pourquoi je réaffirme aujourd'hui mon ferme engagement de continuer à travailler pour la massification du parti, pour aider le parti à gagner les prochaines échéances électorales. Revenant sur les événements de Ogo qui lui auraient coûté son poste, Aboulo n'y est pas allé par 4 chemins. Nous avons fait la une de tous les journaux et des télévisions du Sénégal. Il y a eu des faits qui sont passés ici. Ces faits étaient orchestrés, manipulés,
fond en large par certaines personnes étaient simplement animées par le souci d'éliminer Abdou du parti. Ces personnes qui occupent les listes étaient en ce moment tous dans la génération. Voilà ces gens aujourd'hui qui disent qu'ils sont revenus pour aider Macky Sall. Mais malheureusement, les populations sont très vigilantes. Ce ne sont pas des manipulations, ce ne sont pas des combines qui nous feront dévier notre chemin. Notre chemin est très clair. Nous voulons être aux côtés du président Macky Sall. Ces mêmes personnes ont comploté contre moi. Certains ont même payé ça en faisant la prison. Après cette manifestation de Sinthiou Garba, l'ancien DG de la RTP a dirigé une caravane l'ayant conduit dans plusieurs localités de la communauté rurale de Ogo. Économie à présent, les dépenses d'investissement ne permettent pas pour le moment au Sénégal d'atteindre des niveaux de croissance soutenus pour l'année 2014. Cela ressort d'une rencontre sur l'investissement public et la croissance économique, rencontre organisée par la direction de la planification nationale chargée de mener des réflexions autour des grandes questions macroéconomiques. Compte rendu Fatou Bintou Conté, Alioune Diagne. La situation économique du Sénégal mérite introspection. C'est pourquoi le ministère du Plan a initié une série de rencontres afin de mener des réflexions autour des grandes questions macroéconomiques. Nous avons initié une série de conférences que nous avons appelées les cahiers du plan. Et ça, c'est pour porter le débat, éclairer le débat sur la situation économique du Sénégal. Le système national de planification au Sénégal comporte des dysfonctionnements qu'il faudra corriger. Il y a dans le système national de planification des choses à revoir. C'est ce qui a fait que nous avons tenu un atelier au mois de mars dernier pour un peu diagnostiquer le système national de planification, pour que tous les instruments de long terme soient cohérents avec les instruments de moyen terme et les instruments de court terme. De même que les investissements publics qui du reste demeurent importants contrairement à certains pays de la sous-région. Et leur importance n'a pas permis d'atteindre des niveaux de croissance soutenus. Nous avons des investissements plus élevés que dans la plupart de nos partenaires et puis même au niveau de la sous-région des pays voisins. Nous avons des taux d'investissement qui sont supérieurs à 40% du budget. Et par contre, nous avons des taux de croissance en moyenne qui tournent autour de 3,9%. Alors, c'est faible par rapport comparé à d'autres pays qui ont atteint 6%. Et nous sommes en train de voir comment améliorer l'investissement, la dépense publique dans les secteurs porteurs de croissance. Il convient d'opérer des ruptures nécessaires pour relever le niveau des investissements productifs dans les secteurs porteurs de forte croissance. Le focus du jour à présent qui porte sur la gestion des archives au Sénégal, un problème réel et peu de solutions en vue, Fatima Ba. Une seule direction existante des locaux délabrés, la direction des archives et des formateurs plaide pour une maison digne de ce nom, mais également une numérisation des dossiers. C'est un reportage signé Maïmouna Ndiaye Modou Diop. Les archives au Sénégal, toujours en mode papier, des placards, des salles, un espace exigu pour contenir toute l'histoire d'un pays et parfois d'un continent. Les cartes fonds sont conservées aux archives nationales, mais ces archives nationales sont arrivées à saturation depuis belle lurette. Et là se pose le problème de conservation. Pour ce qui est de la mémoire archivistique contemporaine, l'essentiel est dans les administrations centrales. Autre frein, la gestion des ressources humaines. Dans les années 90, nous étions à pratiquement 78 agents. Et cet effectif a atteint un seuil critique de décroissance du fait des départs à la retraite, des décès et autres formes de départ qui n'ont pas été suivis de remplacement. Il y a un problème lié à des politiques de personnel gérées au niveau central par le gouvernement qui fait que nous avons des jeunes qui chôment alors qu'il y a du travail sur le terrain. Pour ce formateur à l'école de bibliothécaires, archivistes et documentalistes, une politique intégrée s'impose. On croit que si on numérise, le papier n'existe plus. C'est tout à fait faux. Les capacités de duplication par le numérique décuplent les capacités de production de documents en papier. Par contre, la numérisation est un excellent moyen de sauvegarde, de pérennisation. Si l'absence de politique archivistique cohérente masque les insuffisances des administrations. Tout ce qui est politique de transparence, politique de traçabilité, politique de contrôle, d'audit
d'inspection repose nécessairement sur les archives. Pourtant, il y a 4 ans, le projet de modernisation des archives était élaboré, mais tarde à être mis en œuvre. Maïmouna Ndiaye, la numérisation des archives, atout et handicap pour les futurs archivistes de l'EBAD. Si l'on en croit aux enseignants de l'école des bibliothécaires et archivistes, ce paramètre est déjà pris en compte dans la formation. C'est un reportage signé Salimata Aoussek et Modou Diop. La numérisation des archives est-elle une menace pour les futurs archivistes? À l'EBAD, le directeur rassure, les étudiants ont déjà des armes pour faire face. Je peux le dire avec assurance qu'au Sénégal, l'école des bibliothèques archives et documents de l'Université de Dakar a été le premier établissement à se lancer dans cette expérience de formation à distance jusqu'à délivrer des diplômes qui ont le même poids, la même validité en tout cas que le diplôme que nous offrons en distanciel. Plus d'une vingtaine de pays qui ne pouvaient plus venir nous trouver et nous sommes allés les trouver grâce aux technologies de l'information et de la communication. Selon Mamadou, étudiant en 2e année, la numérisation peut aider, mais elle est aussi à craindre. Parfois, on n'arrive pas à trouver du SAZ dans certains organismes ici au Sénégal. L'État aussi devrait nous accompagner de telle sorte que si nous voulons trouver du SAZ dans les organismes, que les organismes puissent nous accepter. Vu maintenant la numérisation, parfois la majeure partie des organismes souhaitent utiliser la numérisation des archives. Mais aussi on peut dire que ça peut aussi nous aider. Cette nouvelle forme d'archive peut être un atout pour les archivistes. Je pense que l'informatisation est même un atout pour nous parce que ça nous permettra de mieux nous familiariser avec l'outil informatique parce que nous sommes dans un monde où l'informatique domine. Donc, c'est un atout au lieu d'être un handicap. Le corps professoral de l'EBAD plaide pour la construction d'une maison d'archives nationale pour la revalorisation du métier d'archiviste. Salimata Aoussek, merci. La route a encore fait des morts. C'est une information qui vient de nous parvenir. Cet accident mortel donc sur l'autoroute à côté du pont Sénégal 92, bilan 1 mort et 5 blessés. Et c'est un camion qui a heurté un minicar. Voilà, comme vous l'avez vu sur ces images. Dans quelques instants, la page des sports. La page des sports que nous démarrons avec du football. Cette mauvaise opération du Jaraaf de Dakar, leader du championnat de la Ligue 1, c'était hier face à Niary Tally. 0 but partout entre les deux équipes. Une victoire qui permet à l'AS Pikine, dauphin de Jaraaf, de revenir à 2 points du leader à 2 journées de la fin du championnat. Compte rendu de ce match signé Chersadi Boudiara, Ibrahim Akan et Younous Diatta. Le Jaraaf s'en sort bien, tellement le leader du championnat a été malmené par Niary Tally, surtout en première période. Les Galactiques se procurent 2 face-à-face, mais mal négociés, 0-0 à la pause. À la reprise, la domination des Bleus reste stérile. Leur attaquant sombre dans des tergiversations, alors que l'équipe de la Médina rate de peu le hold-up. Une frappe de Fidel Gomis qui touche le poteau. Aucun but ne sera marqué, Jaraaf ne crache pas sur le nul. La réussite aidant, on pouvait au moins mettre un but. Comme Niary Tally aussi pouvait trouver la faille. Donc je pense que dans l'ensemble, c'est un match assez équilibré. On partage les points, je pense que c'est équitable. Niary Tally regrette le manque de réalisme. Nous aurions dû, en première mi-temps, disons, mener au moins par 2 buts d'écart. Donc quelque part, au finish, c'est des regrets. Mais nous ambitionnons toujours de continuer ce même rythme, d'accélérer la cadence, comme c'est dans l'air du temps, pour essayer au moins de grappiller encore quelques places. Les Verts et Blancs se projettent déjà sur leur prochaine rencontre face au port autonome de Dakar. Il faudrait tout simplement gérer match par match, parce que quand même on est devant. Il faut aller chercher ces points.
Donc on a notre destin en main. Jaraaf a 26 journées, 26 matchs difficiles, 26 finales. Donc il faudrait conjuguer avec ça. Mais je crois que dans la mentalité de notre équipe, on a intégré quand même cet élément. On gère l'avance, même si c'est maigre, même si c'est réduit aujourd'hui, que cette avance-là continue. Jaraaf, 45 points, est toujours le leader de la Ligue 1 à l'issue de la 24e journée. Toutefois, son avance s'est considérablement réduite. Le second, AS Pikine, est maintenant à 2 points. Toujours dans la 24e journée de la Ligue 1, Djambar sombre devant Port, une défaite de 5-1 au stade Demba Diop. L'entraîneur de l'académie de Sali, Boubacar Gadiaga, déplore leur entame de match mais reste confiant pour le maintien. Il est au micro de Cheikh Sadi Boudiara. On a été cueillis à froid et que ouais, ça fait 2 fois qu'on fait ça. Jaraaf et aujourd'hui, bon, j'avais l'impression qu'on répétait le même match. C'est parce que voilà, ils ont été plus conquérants, plus agressifs et qu'on a voilà, donc après on prend 2, 3 buts, on peut en prendre 5, 6, c'était pareil. Mais bon, voilà, vous mieux perdre une fois 5-0, 6-0 et que d'en prendre que de perdre une fois 0-0. Mais bon, ça fait. Il faut donner le mérite à l'équipe adverse. Ils sont venus avec beaucoup de détermination. Je ne pas avec le feu, on n'a pas les moyens de gagner ce match et tout. Mais après, c'est très bien qu'on a besoin de points pour se maintenir. Mais voilà, après il reste 2 matchs à jouer. Peut-être qu'en rentrant, en récupérant, en pensant tranquillement nos plays, on va pouvoir réagir mieux que ce qu'on a fait aujourd'hui. Et puis pour les résultats de cette 24e journée de la Ligue 1, Yego, Union Sportive de Wakam, 1 but partout, Duc Sunéor, 1 but partout, Ngor Tourekunda, 3-1, Casa Sport, Stade de Mbour, 4-0, Port Djambar, 5-1, Niaritali Jaraaf, 0 but partout, Pikine Linguère, 1-0. Classement, Jaraaf arrive en tête avec 45 points, AS Pikine 2e, 43 points, Casa Sport 3e, 37 points, les relégables 13e Duc avec 23 points, 14e Yego avec 16 points. La Gazette du Mondial à présent avec le sélectionneur nigérian Stéphane Keshi qui intègre un nouveau joueur dans sa liste des 23 et puis l'arbitre qui va officier le match d'ouverture Brésil-Croatie étant japonais. C'est un récit signé Chartigan John. Stéphane Keshi, sélectionneur du Nigeria, a décidé d'appeler Ejik Ezeni pour parier le forfait du défenseur monégasque Elderson Ejejile à la Coupe du Monde. Âgé aujourd'hui de 22 ans, brièvement passé par Rennes l'année dernière, avait été écarté de la liste des 23 joueurs dans un premier temps. Il compte 19 sélections, 3 buts avec les Super Eagles, opposés à l'Argentine, à la Bosnie et à l'Iran dans le groupe F au Mondial. Pendant les 3 matchs de préparation du rendez-vous brésilien, les hommes de Keshi ont montré 2 visages, une faute technique, des solidarisations du bloc d'équipe, un brin de suffisance, manque de réalisme devant le but et surtout des lacunes défensives. Une sélection bien loin du rouleau compresseur qui a décroché la CAN 2013 en Afrique du Sud. Le japonais Yuichi Nishimura a été désigné pour arbitrer le match d'ouverture de la Coupe du Monde devant opposer le Brésil et la Croatie ce jeudi. Chartigan John, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Fatima Ba, merci. Merci Chartigan. Voilà, donc excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Je vous retrouve à 0h pour le bulletin d'information. Mais tout à l'heure, vous avez rendez-vous avec Pape Ngaï dans son émission Faram Fatih, avec comme invité Moussa Touré, ancien ministre de l'économie et des finances, Maman Sissé, secrétaire général du PSD à Diantibi, Elentine Beno Bokuyakar et Benoît Sambou de la Paire. Au revoir.